d'anciens collègues qui étaient rentrés dans un groupe qu'on appelle Private Equity, donc à San Francisco, Texas Pacific Group. Donc J'aime plus, en France, ça leur appartient, par exemple. Ducati, ça leur appartient. C'est eux qui ont mis Marc Lassus en prison, c'est ça? Je crois que oui. Et donc, c'est un groupe, quand ils font des investissements, c'est des milliards de dollars. Ils ont essayé de faire... ils ont essayé de sauver Washington Mutual. Ils ont perdu 1,2 milliard en une semaine. En 2009, quand ils ont essayé de faire le deal avec Washington Mutual. Donc c'est un groupe qui a un gros investissement. Et tout d'un coup, eux, ils avaient un investissement dans une boîte de sécurité qui s'appelait Green Border. Et Green Border qui ne marchait pas très bien non plus. Donc le directeur du groupe m'appelle, me dit Bernard, tu devrais nous aider là-dessus. Est-ce que tu veux rentrer en tant que CEO et tu remets ça en place? Et je voulais pas le faire, donc j'avais dit non. Le jour suivant, un autre appel, Bernard, est-ce que tu peux nous aider là-dessus? Je dis non. Troisième jour, je dis non. C'est vrai, hein, c'est pas de la rigolade. Dans le quatrième jour, je reçois un autre appel d'une autre personne du groupe TPG. Il me dit Bernard, écoute, tu peux pas dire non, c'est une faveur personnelle. Donc comme je ne voulais pas hériter le groupe... C'est un peu sicilien, ça. Moi, je m'étais dit, bon, au pire, je perds 6 mois, je peux voir ce qui se passe. Technologie intéressante, mais après 5 ans et 25 millions de dollars, ils n'avaient pas réussi à mettre un produit sur le marché. Et donc... c'est un problème d'ingénieur ou de vendeur? C'était... non, ce n'était pas un problème de vendeur, c'était un problème d'adaptation des technologies sur un marché donné qui pourrait être porteur au moins. Donc ils avaient essayé de trop faire avec tout ça. Il y avait des ingénieurs très compétents, mais ils essayaient de trop faire. Et donc ils avaient décidé de résoudre le problème du zero day, comme on dit, du zero day, zero hour, de trouver tout de suite ce qui se passait sur un poste de façon à pouvoir passer en contre-attaque. Et donc quand je suis rentré là-dedans, je regardais tout ça. Attends, je te ralentis. Explique un peu pour l'auditoire ce que tu entends par zero day, zero hour. L'idée, c'est de pouvoir identifier immédiatement une attaque, de façon à ce qu'on puisse mettre des contre-mesures sur place, sur réseau, immédiatement. Donc normalement, quand vous avez un antivirus, vous êtes informé que peut-être vous avez un problème, peut-être votre poste est infecté, mais il vous faudra une journée au moins, souvent, pour désinfecter le poste, aller sur le réseau, sortir le problème du réseau, ou aller carrément sur les autres postes serveurs pour sortir ça de là. Ça prend des heures, ça prend des journées. Et l'idée, c'est souvent de pouvoir détecter immédiatement et de mettre des contre-mesures en place immédiatement. Et en fin de compte, c'est pas faisable. Par contre, il y a une autre façon de traiter le problème, c'est de se dire, bon, il y a quelque chose qui va rentrer, laisse-le rentrer, on peut sans doute pas l'identifier. Par contre, assurons-nous que si c'est une attaque, cette attaque ne puisse rentrer sur rien. Donc, l'idée, c'était de créer une session virtuelle à part entière, de laisser rentrer les applications sur cette bulle, dans cette bulle virtuelle, de la laisser opérer, et s'il y avait une attaque dedans, d'avoir une couche étanche entre l'attaque, le système d'exploitation et le réseau. Et l'équipe avait une bonne technique et une bonne idée, mais incapable en fin de compte d'avoir un produit qui marche d'abord, et deux, parce qu'ils avaient essayé de trop faire, et deux, incapables de le positionner. Donc moi je m'étais dit, bon, je me donne 6 mois, autant simplifier les choses. Il y a vraiment un seul problème, c'est l'environnement web actuellement. Donc je vais prendre cette technologie, je vais la mettre essentiellement dans l'environnement web. On va éliminer tous les problèmes, parce que sécurité, ça veut dire interdépendance avec les autres logiciels. On va éliminer tous ces problèmes. Et je mets ça sur le marché. Donc en 6 mois, on a recréé le produit. Je l'ai mis sur le marché pour protéger en fin de compte votre poste de l'environnement web. Et j'ai commencé à le pousser. 2 mois plus tard, on était dans le Wall Street Journal. On avait une page entière de Walt Mossberg dans le Wall Street Journal. On était pris un peu partout. C'est presque mieux que Gartner. Ah, c'est beaucoup mieux que Gartner, Walt Mossberg. D'abord, tu n'as pas été obligé de payer.
Rien du tout. Là, Walt est une personne intéressante. Il est à Washington, D.C. C'est le type qui n'a pas le temps. C'est un mec un mec très intelligent. Il n'a pas le temps. Il vous pose des questions en continu. Il vous laisse à peine répondre. Puis tout d'un coup, vous dites, oh, mais c'est vraiment intéressant. Alors expliquez. Alors j'ai passé 1h30 avec lui. Et après 1h30, il me dit, Bernard, j'écris là-dessus. Et puis on continue à parler, je quitte, il me dit, ouais, j'aurais pas dû te dire qu'on écrivait là-dessus, peut-être j'écris pas, Bernard, écoute, peut-être j'écris pas. En tout cas, une semaine plus tard, il m'appelle à la maison, en me disant, non, au bureau, me disant, je veux ton numéro de téléphone à la maison. Je dis, d'accord, pourquoi? Parce que je vais t'appeler pendant le week-end, je vais l'installer, je vais voir comment ça marche. Et donc, et la semaine suivante, c'était dans le Wall Street Journal. Donc ça nous a mis sur orbite, en fin de compte. 6 mois plus tard, j'avais 120 000 clients et je l'ai vendu à Google. Et ça, c'est devenu Chrome. Donc, mon équipe est en charge de Chrome chez Google. Et donc, le produit, c'est un produit que j'avais finalisé en 2006. C'est le seul produit que j'utilise toujours sur ma machine en sécurité. Je n'ai rien qui est rentré sur ma machine depuis 2006. Et c'est assez rigolo parce que j'avais une licence quand j'ai vendu ça en 2007. J'avais une licence de 4 ans. Je m'étais dit 4 ans, c'est beaucoup. Et la semaine dernière, ma licence a expiré. Alors j'étais sur mes équipes à Google et pour me retrouver une licence. Alors j'ai reçu la licence de Google. Donc toute mon équipe à Google l'utilise encore. On a créé un super produit en fin de compte qui ne laisse rien rentrer sur la machine. Donc, c'est une sorte de sandbox qu'il y a dans le Google Chrome, dans Chrome. Ben oui, c'est l'équipe qui vient de créer en fin de compte le sandbox pour Adobe, etc. C'est la même équipe qui vient de recréer tout ça. Donc j'étais avec eux en décembre, ils étaient en train de tout me décrire qu'ils étaient en train de mettre. Mais l'idée là, c'était de tout laisser rentrer. Donc le problème, c'est des problèmes de compatibilité, parce que si vous lancez Acrobat, vous lancez Word, Excel, mais c'était assez rigolo parce qu'on pouvait vous dire si le produit ou le fichier Excel était contaminé, mais on pouvait vous laisser travailler dessus, l'imprimer, le renvoyer, sans jamais rien toucher sur votre machine. Et donc c'était assez bien. Ça a été vendu à la CIA, à la NSA, au département de défense, ça a été vendu à Goldman Sachs, Credit Suisse, etc. Donc c'était... Et Google l'a récupéré. Et donc TPG te considère comme un bon citoyen? Oui. On avait battu une bonne réputation en milieu sécurité aussi. Très bien. Et depuis? Depuis, en 2007, c'était donc une autre société que j'avais vendue. Donc j'avais été approché par des tas d'amis, d'anciens collègues qui avaient des sociétés à vendre. Donc entre 2007 et 2010, j'ai travaillé sur la vente de plusieurs sociétés. J'étais le chairman de Borderware à Toronto, que j'ai vendu à WatchGuard. J'ai travaillé donc sur plusieurs deals comme ça. Et en même temps, en parallèle, j'avais été introduit par un de mes board members à Atlantis, donc le fondateur d'Atlantis, qui venait à peine de démarrer. Donc il avait 6 mois derrière lui, il débarque de Malaisie avec un produit, et j'ai été introduit par un de mes membres du conseil qui est maintenant le CTO de McAfee. Et donc je m'étais lié d'amitié avec le fondateur. J'aimais bien ce qu'il essayait de faire. Donc en 2007, j'ai commencé à travailler avec lui. En 2008, j'ai mis la stratégie en place. En 2009, on sort les premiers produits. Et on récupère notre premier gros client qui était JP Morgan Chase. Et on récupère un contrat de $2 millions avec JP Morgan Chase en 2009. Premier client, technologie pas du tout vraiment testée, avec un vrai contrat. Et donc c'est là qu'on a vraiment travaillé sur les technologies. Et Atlantis, c'est des technologies en fin de compte de poste virtuel, de façon à ce que ces grosses sociétés remplacent le laptop ou le desktop habituel avec un poste virtuel. C'est-à-dire c'est un poste qui tourne sur un serveur avec 110 ou 120 autres postes de travail. Et donc, c'est des technologies qui sont essentiellement de VMware ou de Citrix. L'autre
en fin de compte, opérateur clé, là, c'est Quest Software. Et nous, on complémente. Donc, on est complémentaire à ces technologies et on les aide à déployer ces technologies en utilisant bien moins de stockage, en mettant plus de performance derrière le poste et en permettant la sécurité. Donc, sans nous, il n'y a pas de sécurité sur les postes virtuels, c'est essentiel. Mais au point de vue stockage, on peut réduire le nombre, les coûts de stockage jusqu'à 80%. Donc, on permet ces déploiements. Et donc, on a monté cette société avec une stratégie en 2008 d'être essentiellement complémentaire avec Citrix et VMware, en étant essentiellement complémentaire avec les vendeurs de stockage, donc EMC, NetApp, 3PAR, Component, et à les rendre, en fin de compte, en faire des partenaires. Et on est aujourd'hui revendu par Dell et IBM. On est partenaire avec presque tous les grands opérateurs de stockage sur le marché. Mais ça, c'est venu... et ça, c'est rigolo parce qu'un de mes board members à Green Border était un des fondateurs de Citrix, Steve Down, qui est donc toujours dans leur board et le stratégiste clé. Et donc, on a des relations assez bien avec Citrix, maintenant des relations assez bien avec VMware. Et donc, on a bâti cette société dans cette optique de complémenter en fait ce qu'il faut. Est-ce que tu... alors évidemment, c'est un peu quand on fait le total de tout ce que tu as fait en 33 ans. Enfin, un peu moins, parce qu'il y a des études. Les études, c'est ça. Disons, il y a 4 ans d'études là-dedans. 4 ans, 29 ans. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes non, pas vraiment. Non, beaucoup de bon temps, surtout à Novell. Chez Novell, bâtir une société comme ça, c'était assez bien. Non, pas vraiment, non. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais vraiment différemment? Enfin, c'est une autre façon de poser la question. Oui. Non, ça c'est toujours, on a toujours de grosses opportunités comme celle, toute l'équipe de Cisco, c'était mon équipe de bridge pratiquement. Donc très vite à Cisco, ils voulaient à tout prix que je rentre là-bas pour m'occuper du marketing. Mon patron était le premier VP marketing là-bas. C'est Jean-Pierre Voslut qui lance l'Europe. Je connaissais très bien l'équipe de Cisco pendant des années. On était bons copains. Et j'avais même orchestré la vente d'une demi-division de Novell à Cisco dans les années 90. J'ai lancé Citrix dans l'environnement Novell. Enfin, l'équipe de Citrix, je la connais depuis qu'ils sont 10 personnes. Et donc, j'avais beaucoup d'opportunités de rentrer dans ces boîtes. Mais j'ai toujours fait des choix bien raisonnés. J'avais mes raisons pour lesquelles je ne voulais pas rentrer dans Cisco. Mais à l'époque, on faisait que du hardware. Et j'avais décidé que la seule façon de vraiment apprendre à développer du logiciel, c'était Novell. C'était vraiment... Et Novell à l'époque était canaux de distribution. C'était eux qui ont fait les premiers canaux de distribution resellers, etc. J'ai lancé moi-même à Novell tout le canal de distribution Platinum que j'avais besoin pour mes produits. Et donc, j'ai travaillé avec des équipes fabuleux à Novell. L'équipe de Dell actuelle, c'est tous les anciens de Novell, c'est tous les anciens camarades que j'avais avec moi. Et donc, non, Novell, c'était super. Travailler avec Renorda, il y a vraiment deux types avec qui j'ai beaucoup appris. Un, c'était Jim Guzzi, on a parlé, c'était Intel. L'autre, c'était Renorda, qui était un type fabuleux, un stratégiste, mais un type avec qui j'ai vraiment appris à négocier, avec qui j'ai vraiment appris à acheter des boîtes, à intégrer des boîtes, à vendre des boîtes. Et donc, une expérience fabuleuse de travailler avec Renorda. Et c'est un type qui est assez incroyable. Et j'ai appris ça avec Jim. Il n'était pas tout jeune quand tu l'as connu. Non, il avait déjà plus d'une soixantaine d'années. Ouais. Et c'est vieux. Ouais. Mais c'est un type qui était assez incroyable parce qu'on bâtissait Novell comme avant avec Jim Guzzi en regardant chaque dollar qu'on dépensait. Et on apprend toujours ça dans la vallée. On dépense en pensant bien et sans trop être dépensier en général. Et Ray, il avait cette truc. Donc, s'il y avait besoin de quoi que ce soit avec Ray, c'était toujours non, on ne dépense pas, on fait ci.
personne n'avait le droit de voyager n'importe où en business class. C'était toujours coach. Et lui-même voyageait en classe touristique.